Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de NXT TakeOver Toronto et de SummerSlam 2019. Je vais vous présenter les matchs par ordre chronologique. Je vais d'abord monter un petit peu la sensibilité du micro, oui. Je vais vous parler des deux shows qu'on a eu ce week-end. Très bon week-end de catch cette fois-ci encore. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un mauvais PPV de la WWE. On va donc commencer par NXT TakeOver Toronto. Si vous voulez regarder uniquement SummerSlam, vous pouvez cliquer... Enfin, vous pouvez pas cliquer sur le timecode, mais je vais mettre un timecode cette fois-ci. Je vais tâcher de pas l'oublier au montage. Moi du futur, si là, maintenant, là, que tu vois ce message, mets le timecode. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, et puis comme ça, tu peux continuer le montage après. Mais là, mets-le. Le week-end a donc commencé avec le match pour les ceintures par équipe de NXT. J'ai pris quelques notes rapides, un peu lacunaires. J'ai notamment évoqué le fait que Montez-Ford qui essaye de faire le People's Elbow, puis qui a ensuite réussi à faire un Rock Bottom, c'était vraiment très chouette. Le match a été très intense, très rapide, très bon. Je lui ai mis un A, sauf erreur de ma part. En fait, le match a souffert du syndrome NXT, c'est-à-dire que tout est tellement bon que quand c'est excellent, ça devient normal. Et du coup, quand c'est juste excellent, tu restes un peu sur ta faim, tu vois. C'est précisément le genre de match auquel j'aurais mis un A+, dans n'importe quelle autre circonstance. Là, voilà, il n'a eu qu'un A parce qu'il n'était pas... exceptionnel par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc là, c'est juste un A parce que c'était excellent, parce qu'ils sont excellents. l'Undisputed Era et les Street Profits sont excellents. C'est les Street Profits qui ont gagné de façon propre. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, peut-être le match de NXT TakeOver Toronto, Io Shirai contre Candice LeRae. On pourrait argumenter que le match Adam Cole contre Gargano était nettement supérieur en termes de ring, en termes de in-ring, en termes de construction, en termes de... Mais on va revenir sur les défauts de Gargano Cole la prochaine fois. Je lui ai mis un A+ à ce match, Io Shirai contre Candice LeRae, parce que Io est génial. Io est génial et surtout ils ont protégé Candice LeRae dans sa défaite. C'est-à-dire que Candice devient la première femme à s'être sortie du moonsault de Io Shirai et donc Io Shirai a dû avoir recours à une prise de soumission, à une nouvelle prise de soumission pour gagner. C'était vraiment très chouette. Ça a vraiment fait de Io Shirai une star, quoi. C'est vraiment voilà, ce qu'on appelle une star-making performance, mais ça n'a pas du tout diminué Candice LeRae dans sa défaite. Au contraire, je trouve que Candice LeRae en est sortie grandie de ce match alors qu'elle l'a perdu. Mais Io Shirai a pour moi été la star de NXT TakeOver Toronto. Ensuite, on a eu un petit échange entre Matt Riddle et Killian Dane. Matt Riddle est venu sur le ring, il a provoqué Killian Dane est arrivé. Il y a des officiels qui ont essayé de les séparer, les officiels s'en sont pris plein la gueule pour faire très court, donc c'est une rivalité qui continue. Pourquoi pas, je la trouve pas très inspirante pour le moment, mais ça peut être sympa, on va lui laisser le temps de se développer. Je vais pas penser à faire mon point d'ailleurs. Normalement le point y est, si le point y est pas, je suis désolé. Ensuite nous avons eu le match Velvet in Dream contre Pete Dunne contre Roderick Strong, qui a souffert exactement du même problème, c'est-à-dire qu'on a vu de meilleures triples menaces à NXT. Il était excellent, mais il était juste excellent du coup. Non, je crois que je lui ai mis un A+ à celui-là, mais je pense que c'est parce que Roderick Strong a vraiment été présenté comme une énorme star. Il y a eu l'entrée de Velvet in Dream qui est arrivée sur le thème du Monty, qui est un ancien catcheur canadien. Il est arrivé avec les cheerleaders des Raptors de Toronto, vu que ça se passait à Toronto. J'adore mes notes. Pete Dunne porte pas bien le turquoise. Note de qualité. En ce sens, j'ai préféré SummerSlam à NXT TakeOver Toronto, parce que NXT TakeOver Toronto était vraiment... c'était aussi bon que ce qu'ils font d'habitude, que SummerSlam c'était mieux que ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc voilà, il y avait une différence fondamentale entre les attentes et l'exécution. Donc là je lui ai mis un A+, mais c'est un A+, parce que j'ai kiffé sur le moment, quoi. Mais là que je me retrouve à vous en parler, je vais vous dire, allez le voir, il y a plein de spots super, c'était un très bon match. Mais allez le voir comme vous iriez voir n'importe quel match de TakeOver ces 2 dernières années, quoi. Ensuite, alors là ça a été bizarre. Le match Mia Yim contre Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT. Le match était pas mauvais en soi, il était... J'ai mis B-. C'est-à-dire, c'est pas mauvais, mais B- quoi. Sur une carte de TakeOver, ça fait bizarre, B-. J'ai eu l'impression, ouais, dans mes notes, j'ai écrit... j'ai eu l'impression qu'elles avaient un gros problème de communication.
Mia Yim a oublié à un moment donné de sell les dégâts que Baszler avait fait à son bras, c'est-à-dire que Baszler lui a fait la prise habituelle qu'elle fait où elle stompe le coude de son adversaire. Mia Yim l'a vendu pendant un tout petit moment, et puis après, plus pendant le reste du match. Et ça, c'était vraiment dommage. J'ai vraiment pas aimé le fait que Mia Yim était présentée comme une combattante de rue, si vous voulez, comme quelqu'un qui a appris à se battre dans la rue et qui du coup maîtrise des techniques de combat, enfin maîtrise un combat auquel Shayna Baszler n'est pas habituée. Ça s'est traduit par tirer les cheveux, tirer les oreilles, tirer la bouche, mettre les doigts dans les yeux. Donc ouais, c'était un peu décevant. Et surtout, c'est toute la construction du personnage de Mia Yim, enfin de la rivalité entre Mia Yim et Shayna Baszler, c'était Mia Yim disait tout ce que tu as accompli, c'était grâce à tes deux laquais, Jessamine Duke et Marina Shafir. Je les ai éliminés, maintenant c'est toi toute seule contre moi. Ben, moi je pensais que ça allait faire que Duke et Shafir allaient intervenir. Allait intervenir encore plus fort que d'habitude parce que elles avaient une vengeance personnelle ce coup-ci. Elles sont pas intervenues. Shayna Baszler a pas triché, alors que Mia Yim a triché. Et c'est Baszler qui a gagné. Elle l'a écrasé, quoi. Elle a prouvé sa domination de A à Z. C'est très humiliant comme défaite pour Mia Yim. J'ai pas l'impression qu'elle soit prête, en fait. J'ai pas l'impression qu'elle soit au niveau de... J'ai pas l'impression qu'elle soit un main event, quoi, au niveau du main event. Candice LeRae et Io Shirai m'ont semblé beaucoup plus à ce niveau-là que Mia Yim. Et le souci que c'est que Shayna Baszler est un personnage qui a besoin d'adversaires qui a besoin d'adversaires forts pour montrer, pour se révéler entièrement. Là, ça fait plusieurs takeovers de suite que Shayna Baszler a le pire match du takeover. Et je comprends qu'on puisse penser que c'est parce qu'elle est pas bonne, parce que c'est pas qu'on puisse penser que c'est pas une bonne catcheuse. Je pense que c'est faux, je pense qu'elle est excellente, je pense qu'elle a un personnage et que ce personnage elle le maîtrise bien. Je pense que le problème c'est qu'elle n'a pas d'adversaire. Elle a pas de... Il n'y a pas de mordant en face, quoi. Et enfin nous avons le main event. J'ai adoré que Johnny Gargano arrive en Wolverine, parce que évidemment Wolverine est un personnage canadien, ça se passe à Toronto, c'est cool. Donc du coup c'était un match en 2 manches gagnantes. La première manche était un combat classique. Gargano a fini par accorder la victoire à Adam Cole en se disqualifiant lui-même en mettant un coup de chaise à Adam Cole, ce qui a déclenché la deuxième manche. La deuxième manche était un street fight plus court, beaucoup plus court, c'est normal parce qu'ils avaient déjà beaucoup donné dans la première manche, donc du coup la deuxième manche est plus courte. Le street fight a été très intense évidemment. Y a pas eu beaucoup, Adam Cole a pas eu beaucoup de répondants, mais parce qu'il était voilà, c'était la stipulation de Gargano, et Gargano a vraiment vendu le côté hardcore du truc comme étant son terrain de jeu, quoi, comme étant ce qu'il aimait faire. C'est donc allé dans la troisième manche décidée par William Regal. Je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de cage de l'enfer dans laquelle ils ont dû s'affronter, mais c'était très très chouette. Ils étaient dans une cage avec des armes attachées au barbelé, enfin au grillage de la cage, et du barbelé en haut de la cage aussi. Et je vous parlerai bien de tous les spots qui ont été très cool dans ce match, les Canadian Destroyer, les trucs, les machins. Mais le souci que j'ai eu avec ce match, c'est que t'avais vraiment l'impression qu'ils avaient déjà tout donné dans leur précédent match, quoi. Et là, t'avais... au bout d'un moment, tu peux plus ajouter, si tu veux. Tu peux plus ajouter. Ils ont trop contré, ils se sont trop contrés, ils se sont trop sortis de tomber après leur prise de finition. En fait, les deux meilleurs matchs d'Adam Cole et Johnny Gargano, c'était le troisième tombé de leur premier affrontement et leur deuxième affrontement à TakeOver 25. Surtout TakeOver 25, j'ai trouvé était meilleur. Là, c'était un A+, évidemment, parce qu'ils étaient brillants sur le ring, j'étais à fond dedans, enfin voilà. Mais la fin était un peu naff. C'est-à-dire qu'à la fin, ils étaient debout en haut de la cage. Ils sont tombés de façon... Il n'y en a pas un qui a fait une prise à l'autre. C'est vraiment, ils se sont jetés du haut de la cage à travers des tables qui étaient sur le ring. Et Cole a rampé le premier sur Gargano pour faire le tomber pour la victoire. C'est un peu naff comme fin. Le match était très bien, mais pas aussi bon que ce à quoi il nous avait habitués.
peut-être le moins bon takeover que j'ai vu depuis que j'ai repris la WWE, surtout depuis que je suis les takeovers, donc depuis takeover New Orleans, qui est de loin le meilleur takeover que j'ai vu pour l'instant, alors qu'il y a de la concurrence, mais pour moi c'est le meilleur. Voilà, alors apparemment ce serait le dernier match de Johnny Gargano à NXT. Ça m'emmerde parce que je pense qu'il va être... ils vont en faire n'importe quoi sur le roster principal. Je suis pas sûr qu'il trouve sa place dans le roster principal. J'espère très fort qu'il va devenir le Daniel Bryan d'une nouvelle génération, mais franchement, je suis pas sûr. On passe au bilan de SummerSlam. Alors j'ai regardé le kick-off après avoir regardé le show principal. Je me suis renseigné sur les matchs qu'il y avait dans le kick-off avant de regarder le show principal également. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai pensé du kick-off parce que ça va aller très très vite. Le match pour le titre Cruiserweight, je lui ai mis C. C'est vraiment pas un bon match Cruiserweight, c'est-à-dire qu'ils ont mis un moment à trouver leur alchimie et quand ils l'ont trouvé, le match était fini. Donc Drew Gulak contre Oney Lorcan. Drew Gulak a gardé son titre. Oney Lorcan manque de quelque chose, il manque c'est pas du charisme parce que il est capable de jouer avec le public. Il manque je sais pas, il manque un truc. Oney Lorcan il me semble pas, il manque un truc. Mais je sais pas mettre le doigt dessus. Ensuite, il y a eu un match Buddy Murphy contre Apollo Crews, qui était pas un vrai match, qui a servi d'excuse à ce que Rowan défonce Buddy Murphy, parce que Buddy Murphy l'avait accusé d'avoir voulu tuer Roman Reigns. Et Rowan n'est pas content parce que on balance pas les potes, quoi, ça se fait pas. Le match était très bien jusqu'à ce que Rowan... j'ai noté dans mes notes, putain de Rowan de merde. Je lui ai mis C+, je crois, je vais vérifier. C'est ça. C+, parce que, sans conséquence, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de revoir Buddy Murphy sur un ring. Et je comprends pas pourquoi il est pas à tous les shows et pourquoi il est pas déjà champion intercontinental. C'est incompréhensible. Buddy Murphy est génial. Je comprends pas. Ensuite, Alexa Bliss et Nikki Cross, nouvellement championnes par équipe, féminines, ont défendu leur titre contre les Iconics dans un match où le truc le plus intéressant c'était les vêtements d'Alexa Bliss qui est venu déguisé en Buzz l'éclair. C'était rigolo. Je lui ai donc mis un C. Non, j'ai mis plus. Ouais, j'ai mis plus parce que c'était... Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce costume. Non, à un moment donné, Alexa Bliss s'est arrêté, il a fait comme ça, genre avec le laser de Buzz l'éclair. Non, c'est surtout pour ça que j'ai mis un plus, c'est parce que enfin, les titres par équipe féminins sont défendus et on se rappelle qu'ils existent. C'est cool. C'est cool parce que ça fait un moment. Ça fait un moment qu'ils auraient dû le faire. Et d'ailleurs, ça fout un peu le vertige parce que là, j'ai regardé Raw là ce matin. En 2 semaines, même pas en une semaine, de Raw à Raw, le titre par équipe féminin a été défendu 3 fois. Enfin, a été mis en ligne 3 fois. C'est plus que ces 3 derniers mois, je crois. Sauf erreur de ma part. Ou alors c'est autant que ces 3 derniers mois. Donc voilà, c'était cool. Maintenant, le match était totalement anecdotique. On passe à la carte principale avec... ah oui, Becky Lynch contre Natalya. Bon match, je lui ai mis un B, un straight B. Bon match. C'était cool que Becky Lynch ne soit pas huée au Canada, parce qu'elle était contre une Canadienne, donc c'était pas gagné-gagné. Maintenant, ouais, bah, Natalya, elle part de tellement loin. Natalya, c'est vraiment la Dolph Ziggler de la division féminine, quoi. C'est à force de s'en prendre plein la gueule, enfin à force d'être écrite n'importe comment et à force de perdre tous les matchs importants et puis bah plus personne ne croit en toi, quoi. Et c'est dommage parce que je pense que Natalya pourrait faire mieux. Mais je suis obligé de dire je pense parce que je me rappelle pas l'avoir vu faire mieux, donc je sais pas. Becky Lynch a gagné avec le Disarmer. Il y a eu un point qui avait pas beaucoup de sens, c'était que Natalya tente le Disarmer sur Becky Lynch, donc le finish de Becky Lynch sur Becky Lynch. Ça a pas vraiment de sens parce que dans la préparation pour ce match, Natalya avait dit que sa prise de finition, donc le sharpshooter, était nettement supérieure au Disarmer. Du coup, pourquoi est-ce qu'il utiliserait une prise inférieure? Ça n'a pas vraiment de sens. Écoutez, le match était bien. C'était vraiment ce qu'il devait faire, quoi. Mais rien de bien folichon. Ah, ça c'était cool. Goldberg contre Dolph Ziggler. Alors, ce à quoi je m'attendais. Goldberg fait son entrée de façon très très cool. Le match commence. Goldberg fait un spear. Goldberg fait un jackhammer. On est tous contents. Et franchement, c'était voilà, je m'attendais à ça. J'aurais mis peut-être un C+ ou un B si j'avais eu ça.
ça repart, et Goldberg est reparti avec un B+, parce que donc, après avoir... déjà, le match n'a pas commencé comme ça, le match a commencé avec un super kick de Dolph Ziggler, et pendant une seconde, je me suis dit, ouh putain, il va l'avoir par surprise. Non, Goldberg s'est dégagé à 1, enfin voilà, il y a eu... mais ça a lancé le match directement. Directement, il y avait une excitation, quoi. Dolph Ziggler a tenté un deuxième super kick, pareil, dégagement à 1. Le spear, le jackhammer, victoire de Goldberg. Donc là, je pensais que c'était fini. Goldberg remonte sur la rampe. Dolph Ziggler prend le micro pour dire Goldberg, c'est bien ce que je pensais, t'as pas le courage de m'affronter. Sur le coup, ça m'a un peu gavé parce qu'il vient de t'affronter. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Je veux bien croire que tu sois arrogant, mais sois arrogant qui a un sens, parce que sinon ça ne marche pas. Donc Goldberg revient sur le ring et refait un spear sur Dolph Ziggler, qui vend les prises, mais de façon parfaite. Je pense que c'est un des meilleurs spears que j'ai vu. Là-dessus, Goldberg remonte la rampe, et cette fois-ci il part en coulisses. Dolph Ziggler reprend un micro et dit tout le monde peut avoir de la chance 2 fois de suite. T'arriveras jamais à me battre parce que je suis le meilleur au monde. Et là, tu comprends. Ah ouais, d'accord. En fait, tu cherches pas à avoir du sens. T'es vraiment en plein délire, quoi. Goldberg revient avec la musique et tout. Il soulève Dolph Ziggler qui tient à peine sur ses jambes. Et alors, il lui met des petites tapes condescendantes, tu sais, sur l'épaule. Genre, allez, arrête tes conneries. Il va pour repartir. Il rebondit contre les cordes, spire avec de l'élan, et Dolph Ziggler le vend en faisant un salto arrière, en remontant sur ses pieds et en retombant. Enfin, voilà, c'était génial. Donc ça c'était vraiment très très bien. Gros kiff ce passage-là. Je lui ai mis B+, parce que ça peut pas entrer dans la catégorie A. Je veux dire, le match c'était pas un match, c'était un angle, c'était vraiment fait pour rigoler. Pour rigolol. Alors, ensuite, nous avons... Alors, je suis pas d'accord avec beaucoup de gens. J'ai lu quelques retours de SummerSlam après coup. Donc, on a AJ Styles contre Ricochet. Beaucoup de gens ont dit, ouais, meilleur match de la soirée. En termes de in-ring, c'était incroyable. Oui. Ricochet avait un costume inspiré de Nightwing, et ça c'est vraiment trop cool. Voilà. Alors il y a eu le spot, évidemment, je vais en parler, où Gallows et Anderson, les deux laquais d'AJ Styles, donc qui forment le club AE3, ont essayé d'intervenir en la faveur d'AJ Styles. Ricochet a fait un pas sur l'épaule de Gallows, non, un pas sur l'épaule de Karl Anderson, un pas sur l'épaule de Luke Gallows, et a fait un Hurricane Rana sur AJ Styles. C'était un peu incroyable, ça c'était vraiment un spot vraiment très cool. Maintenant, AJ Styles s'en est très vite pris aux jambes de Ricochet, ce qui est fait qu'il n'a pas pu faire ses mouvements aériens, les mouvements aériens qui caractérisent son catch. Et ça s'est terminé sur une victoire très logique et très crue, quoi, de AJ Styles. J'ai mis un B à ce match parce que j'ai pas été transporté par l'histoire que ça racontait, si vous voulez. Le match était bien, mais voilà, il était bien, quoi. Il était pas excellent, il était pas incroyable, il était un peu comme... alors en termes d'in-ring, ça n'a rien à voir, évidemment. AJ Styles et Ricochet sont nettement meilleurs dans le ring, je pense, que Becky Lynch et Natalya. Maintenant, en termes d'histoire, elles ont raconté l'histoire qu'elles devaient raconter. Ils ont raconté l'histoire. Il n'y a pas eu d'enjeu, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit ou c'est jamais passé. Voilà, ça a jamais passé la seconde, si vous voulez. Ensuite, nous avons eu peut-être le moins bon match du week-end, si on oublie le kick-off. Je vérifie vite fait, mais il me semble que c'est le match auquel j'ai mis la plus basse note. Ça en dit long, ça veut vraiment dire que c'était un bon week-end. Parce que j'ai mis un B-. B- pour Ember Moon contre Bayley. Alors, autant c'était bien, autant c'était mou, quoi. C'était pas... Le public était pas dedans, et en même temps, pourquoi le public serait dedans? Ember Moon a été présenté comme une guignole pendant 2 semaines avant SummerSlam. Donc si Ember Moon gagnait, ça décrédibilisait Bayley, et si Bayley gagne, bah oui, Bayley gagne. Elle est championne, et Ember Moon, elle s'est fait battre 2 fois de suite à SmackDown, donc qu'est-ce qui laisse penser qu'Ember Moon pourrait avoir une chance? Maintenant, Ember Moon a été nettement meilleure que Bayley pendant le match, j'ai trouvé. Son catch était beaucoup plus impressionnant. Il y a eu un très beau... Le Bayley to Bayley du haut du coin devrait être la prise de finition officielle de Bayley, parce que ça a beaucoup plus d'impact que le seul Bayley to Bayley. Le Bayley to Bayley, si vous voulez, c'est pas une prise de finition efficace, je trouve. Que du haut de la 3ème corde, là c'est efficace. Et surtout quand Ember Moon se le prend en sautant vraiment très haut dans les airs. Enfin, le finish était bien. Enfin, la prise de finition était bien.
Le seul problème, voilà, c'était le côté sloppy, si vous voulez, on dirait en anglais. J'ai pas Elles ont eu du mal à trouver leur marque. C'était pas des problèmes de communication, c'était lent, quoi. C'était pas fluide. Les spots étaient bien, mais le match était pas mauvais. Il était vraiment juste c'était dommage, quoi. S'en est suivi Kevin Owens contre Shane McMahon. Et Kevin Owens se fait virer s'il perd. Shane McMahon a fait appel à Elias dès le début. Tout le match a été construit autour du fait que Shane McMahon cherchait à faire perdre Kevin Owens d'une façon ou d'une autre. Il a essayé de le distraire à l'extérieur pour qu'il se fasse décompter à l'extérieur. À un moment donné, Elias a glissé une chaise sur le ring et Shane McMahon a provoqué Kevin pour qu'il lui mette un coup de chaise. Ça a failli, parce que le côté irascible et le côté sanguin, ça fait partie du personnage de Kevin Owens. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'ils allaient finir le match comme ça. Je me suis dit, putain, c'est nul à chier s'ils le finissent comme ça. Ils l'ont pas fini comme ça, et ils l'ont fini d'une très très bonne façon. C'est-à-dire que l'arbitre était sonné, je sais plus exactement pourquoi. Si, il y a eu Kevin Owens a fait a mis un coup de genou sur Elias. Elias, en tombant, est tombé avec l'arbitre. Donc l'arbitre était à terre. Kevin Owens s'est dit, oh putain, je vais prendre la chaise, je vais lui défoncer la gueule. Au moment où il va taper Shane McMahon, l'arbitre se relève et il constate que Kevin Owens a la chaise. Du coup il dit, t'as pas le droit d'utiliser la chaise. Kevin Owens dit, oh, moi j'ai pas l'intention d'utiliser la chaise. Il rend la chaise à l'arbitre. L'arbitre rend la chaise au timekeeper, donc il la remet là où elle est censée être. Et pendant que l'arbitre a le dos tourné, Kevin Owens latte les noix de Shane McMahon, puis un stunner, puis la victoire. C'était très très cool et ça montre que c'est possible de faire un babyface qui triche tout en rendant ça positif, si vous voulez. C'est pas de la triche, parce que ça rentre dans son personnage, c'est-à-dire que s'il était disqualifié, il perdait. Il a trouvé un moyen de tricher sans se faire disqualifier, donc c'est cool. Que Mia Yim, c'était... Je dis ça, si vous avez sauté le bilan de NXT TakeOver Toronto, j'ai pas été très fan de Mia Yim contre Shayna Baszler. Mais voilà, Shane McMahon était détestable et essayait de tricher de son côté. Shayna Baszler s'est comportée en combattante vaillante et réglo. Donc, bref, il y a eu un cafouillis en termes de personnage. Kevin Owens Babyface, ça fonctionne très bien. Kevin Owens en rebelle, ça fonctionne très bien. Ensuite, nous avons... Alors, ça a été... Je pensais que ça allait être le match de la soirée parce que ça a été le meilleur match quand il est arrivé. Charlotte Flair contre Trish Stratus, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que la première moitié était un peu... Je lui ai mis A-, moins à cause de cette moitié. C'est à cause de cette première moitié de match. C'était un peu long. C'est vrai que c'était un peu long. Globalement, la première moitié du match, Charlotte Flair, sur WrestleTalk, ils ont résumé ça comme ça, Charlotte Flair se catchait elle-même. C'est-à-dire, elle portait mais c'est aussi un truc que j'ai noté. Moi, j'ai noté, Charlotte Flair porte les premières minutes du match. Trish Stratus était rouillé, clairement, c'est normal. Mais rouillé ne veut pas dire ringard. Enfin voilà, rouillé ne veut pas dire dépassé complètement. Elle était surtout dans la deuxième moitié du match, elle a commencé à retrouver ses marques et à pratiquement être au niveau de Charlotte Flair, qui est, que ça vous plaise ou non, une des meilleures catcheuses à la WWE actuellement. Une des meilleures catcheuses non japonaises de la WWE actuellement. Trish Stratus a tenté un figure 8 sur Charlotte Flair, ça c'était un spot vraiment très très cool. Autant j'étais convaincu que Charlotte Flair gagnerait parce que je voyais pas l'intérêt de faire gagner Trish Stratus, autant Trish Stratus a vraiment, pas fait douter, mais elle a vraiment pas rendu les choses faciles pour Charlotte Flair, quoi, si vous voulez. J'ai pas suivi toute la carrière de Trish Stratus, mais si vous me disiez que ça fait partie de mettons, les 5 meilleurs matchs de sa carrière, ça m'étonnerait pas parce qu'elle était... Elle a prouvé qu'elle jurerait pas dans le roster féminin actuel. Et la standing ovation qu'elle a eue à la fin du match était très poignante. Ça fait vraiment plaisir de la voir. Enfin voilà, c'était vraiment un passage de relais. Si ça doit être son dernier match, c'était une belle façon de partir. Je pense que c'est son dernier match. Et en plus, c'est dans sa ville de Toronto, donc c'est vraiment très très cool. Ensuite, c'était peut-être ce match-là le pire en fait. Non, il a la même note, mais il est pas pire. Kofi Kingston contre Randy Orton, j'ai mis B- aussi, comme Ember Moon et Bayley. La différence entre ce match-là et Ember Moon et Bayley, c'est que ce match-là a commencé, le public était dedans, le public avait envie d'y croire. Et le match est très vite devenu très lent.
Ça commençait très fort, c'est-à-dire que Randy Orton provoquait Kofi Kingston en lui lançant ses propres pancakes à la gueule, en disant tiens voilà, tiens, ça te fait marrer ça. Ça c'était bien, enfin, tout le début du match était vraiment bien. Et ça a ralenti, ça a jamais vraiment décollé. Et le finish était vraiment nul. Kofi Kingston a voulu faire une prise de la 3ème corde. Randy Orton lui a fait un RKO. Ça l'a fait rigoler. Randy Orton trouve sa prise de finition très drôle. Pendant qu'il rigolait, Kofi Kingston a profité pour rouler à l'extérieur du ring, donc là où Randy Orton ne pouvait pas faire le tomber. Randy Orton est sorti du ring également. Il a soulevé Kofi Kingston. Et ils étaient devant la famille de Kofi Kingston. La famille de Kofi Kingston était au premier rang, donc ses deux fils et sa femme. Et Randy Orton commençait à provoquer les gamins de Kingston. Et l'arbitre a décompté jusqu'à 10 à la vitesse de l'éclair. C'est très bizarre, genre 1, 2, 3, 4, 5... Et donc double décompte à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas une... Autant j'étais, je vous l'ai dit quand je vous l'ai dit dans mes pronostics, je trouve ce match très bien construit. Il fallait que enfin non, c'est pas qu'il fallait que ce match ait lieu, c'est que je comprenais très très bien que ce match ait lieu. Il était, voilà, c'était une belle histoire, bien racontée. Go, il faut que ce match, ils avaient rendu ce match indispensable. Ce match, pas une rivalité. Randy Orton avait empêché Kofi Kingston d'avoir son push il y a 9 ans. Randy Orton estimait qu'il était responsable du push de Kofi Kingston cette année. Kofi le bat pour lui prouver que voilà, c'était un obstacle, quoi. C'était blam, voilà, il passe un niveau, quoi, si vous voulez. Pas une rivalité qui dure plusieurs mois, quoi. C'est parce que là, du coup, ils vont avoir un rematch pour avoir un vainqueur décisif. C'est dommage. Pour ça, je lui mets B-. Je peux pas décemment dire que c'était un mauvais match. C'est un match, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris sa propre raison d'être. Ah là 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 là, ouais. Bray Wyatt contre Finn Balor. Meilleur moment du week-end. J'ai mis que un A au match. Il y avait quelques trucs qui m'ont un peu chafouiné. Maintenant, ouais, c'était vraiment énorme. Alors, Bray Wyatt a débuté son nouveau personnage, donc le Fiend, qu'on peut plus ou moins traduire par l'ennemi. Faut que je vous parle de son entrée parce que l'entrée ça fait beaucoup pour un personnage comme ça. Ils ont changé sa musique et je trouve ça rigolo parce que je me demandais, on avait un avis différent Camille et moi à ce sujet-là. Camille disait j'espère qu'ils ont changé sa musique, moi je disais non j'espère qu'ils ont gardé sa musique parce qu'elle était vachement bien sa musique. Ils ont fait une version plus métal de son ancienne musique, du coup c'est extrêmement cool. Sa nouvelle lanterne, elle est dans un masque de la tête de Bray Wyatt. C'est genre, il arrive avec la tête décapitée, avec sa propre tête décapitée, avec une bouche grande ouverte, avec de la lumière qui sort du coup de la bouche, les yeux cousus, c'est dégueulasse, et donc la lumière est vacillante, enfin la lumière qui est sur lui est vacillante, et c'était grandiose. Finn Balor a vachement bien vendu ça. Heureusement, Finn Balor est arrivé sans Demon King. Avec le recul, c'est vraiment une très très bonne idée, parce que du coup, voilà, il a vaincu Finn Balor, mais le Demon King reste invaincu, donc voilà, c'était bien. C'était bien, il n'y a pas besoin de battre le Demon King. D'ailleurs, Finn Balor est arrivé en blanc, c'est genre la pureté face au chaos. Enfin, c'était très, très très cool ça. Finn Balor a eu l'air vraiment terrorisé par Bray Wyatt, par le Fiend, et c'est ce qu'il fallait. La petite étendue de match était vraiment très cool. Bray Wyatt a repris pas mal de ses anciennes prises, il a gardé un style, voilà, il a pas complètement changé son style de catch. Mais il a quelques nouvelles prises, notamment à un moment donné, il a craqué la nuque de Finn Balor, il avait fait clic, enfin, il a fait comme ça, clic. Dans les films, généralement, c'est comme ça qu'il tue les gens. Bon, Finn Balor est pas mort. Finn pas mort. Et donc, Bray Wyatt a gagné en faisant le Mandible Claw. Alors, Camille m'a fait remarquer que normalement, il n'y a pas le droit de mettre les doigts dans la bouche, et je sais pas pourquoi cette prise-là, elle a droit à laisser passer. Mandible Claw, qui était la prise de finition de Mankind à l'époque, un autre catcheur. Mick Foley, une légende du catch. Donc voilà, il lui a fait le Mandible Claw et Finn Balor est tombé dans les parce qu'il pouvait pas respirer. Si vous voulez, il avait un gant dans la bouche, donc il pouvait pas respirer. Donc il est tombé les épaules au sol. Du coup, l'arbitre a compté jusqu'à 3 pour la victoire. Là, la lumière s'est éteinte. On a entendu le rire de Bray Wyatt
et le Fiend au sommet de la rampe avec les lumières vacillantes qui regardaient en arrière, et quand les lumières se sont rallumées, il était plus là. C'était mis en scène de main de maître, c'était vraiment très 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 bon. À ce petit détail près aussi que parfois il faisait oh non non que, enfin Bray Wyatt faisait non non que je suis en train de faire, genre il est en train de lutter dans sa tête, il est en train de lutter contre lui-même dans son esprit. Je suis pas sûr que, parce que pour moi quand il est le Fiend, c'est-à-dire il a pas de doute à avoir, il a abordé un autre, c'est une autre créature quoi. Pour moi le doute c'est quand il est encore Bray Wyatt. C'était incroyable, c'était vraiment le moment fort de SummerSlam. De tête, un des meilleurs débuts que j'ai vécu en tant que spectateur à la WWE. Un très très grand moment. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de son personnage sur les shows hebdomadaires à Raw et SmackDown. Est-ce que SummerSlam va avoir des matchs, est-ce que Bray Wyatt va avoir des matchs, mais pas avec le masque du Fiend, habillé différemment, je ne sais pas. J'attends de voir. Et ensuite nous avons le main event. Et là, je lui ai mis A+, parce que ça a dépassé toutes mes attentes. Je pensais que... C'est fou comme Seth Rollins, et c'est là qu'on voit que Seth Rollins est un excellent catcheur, donc Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le titre universel. C'est là qu'on voit que Seth Rollins est un excellent catcheur. Au début du match, le public le huait, parce que son personnage avait été écrit de façon nulle à chier, et en plus... globalement, Seth Rollins s'est comporté un peu comme un connard sur Twitter. J'ai envie de dire, sur Twitter, on se comporte un peu tous comme des connards. Et au début du match, il se faisait huer. Enfin, avant le match, quand on voyait des promos de lui, il se faisait huer aussi. Il a totalement conquis le public avec ce match-là, en battant Brock Lesnar de façon clean. C'est la première victoire clean contre Brock Lesnar depuis Goldberg. En 2016, la dernière fois il avait foutu un coup dans les noix à Brock Lesnar avant le match. Enfin, c'était pas une victoire clean quoi, c'était pas beau. C'était comme Roman Reigns quand il a battu Brock Lesnar, c'était pas clean non plus. Il y avait eu une intervention de Braun Strowman. Là, c'était un vrai match de catch. Brock Lesnar est génial quand il en a quelque chose à foutre. Hein. Ça a été l'un des hommes forts de SummerSlam, Brock Lesnar. À un moment donné, alors Seth Rollins est arrivé avec des bandages autour de la taille. Brock l'a attrapé par les bandages et l'a fait tourner. Mais t'avais vraiment l'impression que c'était facile. J'ai noté, t'as vraiment l'impression que Rollins se bat contre un ours et qu'il tient bon. Lesnar avait vraiment une présence... tu comprenais mieux son surnom de Beast, quoi. C'était ça, t'avais vraiment une bête sur le ring. Et Rollins devait essayer Rollins a construit tout son match sur esquive, rentabilise l'esquive. C'est-à-dire que très tôt dans le match, Lesnar a essayé de lui faire un German suplex. Seth Rollins a esquivé en faisant un saut périlleux et en réatterrissant sur ses pieds. Le temps que Brock Lesnar se redresse, Rollins lui a fait un stomp sur la tronche. Non, le match était vraiment très très cool. Tout petit bémol, Seth Rollins a pas assez vendu sa blessure aux côtes, c'est-à-dire que il y a 2 semaines, ils ont eu le meilleur échange pour préparer ce match. Brock Lesnar a détruit Seth Rollins en faisant plusieurs F5 sur une chaise, et quand Rollins a commencé à cracher du sang, il a arrêté. Les gens sont arrivés avec une civière, et Lesnar a sorti la civière de l'ambulance. Qui me dit tout de dôme, tu fermes ta gueule. Lesnar a sorti la civière de l'ambulance et a mis la civière sur le côté, a fait un F5 sur Seth Rollins sur la tranche de la civière. Rollins se roulait par terre de douleur. Meilleure imitation de Seth Rollins que tu verras de ta vie. Ça aurait été mieux que Seth Rollins vende un peu plus ses blessures. Là, des fois, il faisait... Ça se limitait un peu à ça. Non, le match était vraiment très très cool. Et la dynamique a très bien fonctionné. J'ai vraiment eu l'impression de revoir Brock Lesnar contre Finn Balor au Royal Rumble. C'était ce genre de niveau, sauf qu'à la fin le gentil gagne, et ça c'est encore plus cool. Voilà, donc en tout c'était un bon pay-per-view. Il me semble que c'est... Alors en termes de notes pures, en termes de moyenne de notes pures, faut que je trouve un moyen d'équilibrer mes notes en fait, parce que ouais voilà, les 2 meilleurs pay-per-view c'était Extreme Rules, mais Extreme Rules était également très très cool. Je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle qu'il était cool. Pour moi, Extreme Rules reste le meilleur PPV de l'année. Deuxième meilleur PPV de l'année, ça reste le Royal Rumble
avec donc la victoire de Seth Rollins, la victoire de Becky Lynch, l'intervention de Nia Jax, la première participation de Johnny Gargano et de Candice LeRae dans un Royal Rumble, la victoire, parce qu'à l'époque on y croyait encore, rappelez-vous, la victoire d'Asuka contre Becky Lynch, où on se disait ouais, ils ont fabriqué une nouvelle star grâce à la popularité de Becky Lynch, c'est vraiment trop cool. Et puis après il y a eu WrestleMania. Il y a eu l'excellent match Brock Lesnar contre Finn Balor. Donc ouais, non, le Royal Rumble et Extreme Rules restent pour moi les deux meilleurs PPV de l'année. SummerSlam est troisième. Évidemment derrière les takeovers. En termes de ressenti, j'ai préféré SummerSlam à Takeover Toronto. Mais en termes de moyenne de match, c'est difficile de rivaliser parce que les pay-per-view de la WWE, enfin du roster principal, les pay-per-view de la roster principal ont plus de matchs et donc fatalement plus de chances de s'éloigner de l'excellence que Takeover Toronto. Enfin bref, en tout cas, très bon week-end de catch, très bon week-end, vraiment très plaisant. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler. Là, je vais finir le point culture maintenant. Je vais monter ce bilan. Et après ça, on termine le point culture. Donc, point culture quiz cette semaine normalement. Point culture la semaine prochaine. Et le mois prochain, on verra ensemble. Il me semble que c'est Clash of Champions le mois prochain. Merci à tous pour votre attention. Et à très bientôt. Bisous!